Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député des Pyrénées-Orientales, candidat à la mairie de Perpignan, Louis Alliot. On parle beaucoup de canicule. Il n'y a pas de canicule à Perpignan. Hein. Il fait chaud, mais il n'y a pas de canicule. Bien, on parle beaucoup de canicule et le gouvernement prend beaucoup de mesures. Beaucoup critiquent la position du gouvernement en disant le gouvernement fait trop, vous aussi ou pas? Est-ce qu'on en fait trop? C'est-à-dire qu'il y a un plan de communication et malheureusement aujourd'hui la politique c'est aussi de la communication. Alors en faire trop... Heureusement qu'on communique quand il fait trop chaud. Oui, mais heureusement qu'on a pris la mesure de ce qui s'est passé par le passé. Parce que si on faisait pas, si on n'anticipait pas ce genre de crise, effectivement, on serait condamnable. Mais très honnêtement, on n'anticipe pas tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'environnement et de l'écologie, parce que quoi qu'on en dise, tant qu'on ne changera pas de modèle économique, de modèle de consommation, de modèle d'aménagement du territoire, et qu'on continuera comme, j'allais dire, depuis tant d'années, ben nous aurons, j'allais dire, à subir un certain nombre qu'on pourrait dire, de pesanteurs, alors je vais pas dire climatiques, mais environnementales, qui, à terme, s'avéreront dangereuses. Je dis ça, Louis Alliot, parce que j'ai écouté Julien Audoul, que vous connaissez bien, qui est membre du Bureau national du Rassemblement national, qui disait hier, le gouvernement a une attitude complètement démesurée avec cette canicule, il en fait beaucoup trop, nous sommes fin juin, il fait chaud, c'est normal. Oui, non, c'est pas normal, la canicule, fin juin, en général, elle arrive plus tard, au mois d'août, vous connaissez, moi aussi. Mais bon, parfois il faut... Non, je vous dis ça parce que, est-ce que quand on est dans l'opposition, on est toujours obligé de critiquer ? Ah ben justement, non, voilà, ça c'est vrai. Mais on est obligé de relever quand même qu'il y a des arrière-pensées de la part du gouvernement et qu'on peut se refaire une image à bon compte sur le dos d'un événement ou d'une actualité. La canicule, les plans canicules sont mis en place par des textes, on sait très bien ce qu'il faut faire quand il fait chaud. Il y a le déroulement, j'allais dire, du plan canicule, voilà, c'est très bien, tant mieux, et tout le monde sait très bien à quoi s'en tenir. Le réchauffement climatique, vous ne le contestez pas, Louis Alliot? Non, je conteste pas. Je conteste juste le fait de pointer du doigt ce qui, j'allais dire, qu'on pourrait dire... Provoque le réchauffement climatique? Non, pas qui provoque, mais les discussions qu'il y a autour de quelle est la part humaine et quelle est la part naturelle de ce réchauffement climatique. Vous avez vu que il y a 15 jours, l'Académie des sciences a été obligée de faire un communiqué pour défendre l'un de ses chercheurs qui avait fait une tribune, je ne sais pas dans quel journal, qui n'était pas tout à fait dans la... Pas tout à fait, oui. Pas tout à fait, mais qui était quand même... voilà, donc voilà, il faut quand même laisser une liberté d'expression, une liberté... Non, mais ça, on est bien d'accord, mais oui, le réchauffement climatique... Écoutez, moi j'écoute souvent sur votre antenne des gens qui défendent l'environnement et qui ont des idées totalitaires, on ne peut pas discuter, voilà, c'est comme ça, il faut s'en tenir. Non, je pense qu'il est important de tenir compte de ces changements climatiques, de pouvoir les anticiper et de pouvoir faire plus pour l'environnement, mais il n'est pas nécessaire, je pense, de dramatiser à ce point la situation, de pointer du doigt un certain nombre de personnes. Laissons aussi une certaine forme de liberté. Alors, face à la pollution, lorsqu'il y a comme ça des pics caniculaires, est-ce que mettre en place la circulation différenciée est une bonne mesure? Oui, mais c'est tout pareil. Ça me donne l'impression de faire appel tout de suite aux pompiers. Il y a le feu. Il y a le feu tout de suite. Oui, d'accord, mais pourquoi en est-on arrivé à des mégapoles gigantesques, la région parisienne? Non, mais il y a une réalité. Oui, mais cette réalité... Est-ce que dans la réalité, Bourdin... est-ce que vous, au pouvoir, vous mettriez en place la circulation différenciée? Mais elle y est, la circulation différenciée, on va pas revenir en arrière. Elle y est, parce que la décision a été prise. Mais d'accord, mais ça règle pas le problème. Vous prendriez la même décision? Mais ça fait partie des textes. Je veux dire, c'est pas... La décision que nous prendrions, nous, ce serait de réaménager le territoire pour éviter précisément de concentrer sur un territoire donné autant de population et autant de voitures. Le problème, c'est-à-dire qu'en Île-de-France, il y a 12 millions d'habitants, vous réaménageriez l'Île-de-France. Je pense. Mais vous mettriez 30 ans pour réaménager l'Île-de-France. Vous savez que dans 30 ans, à Perpignan, il va faire très chaud. Oui, mais c'est le problème. Nous n'avons plus d'hommes politiques ou de femmes politiques qui ont la prospective pour l'avenir. Mais qui a parlé d'environnement? Vous n'avez jamais parlé d'environnement depuis des années. On a parlé d'environnement, mais l'environnement et l'écologie a été pris en otage par un mouvement que l'on appelle les Verts et qui ressemble furieusement d'ailleurs à un fruit de type que tout le monde connaît, la pastèque. Vert dehors, rouge dedans. Ces gens-là...
Non, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Bon. Ce sont des gens qui passent leur temps à défendre quelquefois tout, sauf l'écologie. Alors je vais oublier l'écologie politique, oublions-la. Quelles sont les mesures que vous prendriez aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique ? D'abord, je vous dis, un autre aménagement du territoire. Déjà. Faire plus, oui d'accord, mais faire plus sur la part d'un certain nombre... Est-ce qu'il faut réduire la circulation en cas de pollution, oui ou non ? Mais vous êtes obligé de le faire, pour des raisons sanitaires. Mais là encore, monsieur Est-ce Jourdain, qu'il faut taxer le kérosène des avions, oui ou non ? Pourquoi y a-t-il autant de voitures sur les routes concentrées au même endroit ? Moi, je pose la question. Comment se fait-il que la ruralité meurt et qu'à côté de ça, vous avez des villes qui sont en train d'exploser ? Voilà les bonnes questions qui ont un impact sur l'environnement qu'il faut se poser. Sur le kérosène, on a créé un système. Tout le monde prend l'avion aujourd'hui pour les vacances. Ça fait tout le monde, ceux qui peuvent. Si demain vous taxez le kérosène, vous mettez en difficulté donc vous êtes contre un marché du tourisme aérien. Non, vous êtes opposé. Je suis pas contre a priori. Je pense qu'effectivement, c'est assez bizarre de voir que le kérosène n'est pas taxé. Oui. Mais ça fait partie de notre système de consommation. C'est le modèle économique qu'il faut revoir. C'est ça, il faut se mettre autour d'une table et il faut arrêter d'importer des produits qui viennent du bout de la planète pour les consommer ici, alors que nous pourrions produire, consommer et retraiter sur place, ce que nous ne faisons pas. Pourquoi nous ne mettons pas en place des circuits courts ? Nos producteurs agricoles qui vendraient leur production au local, ce serait consommé local, ça favoriserait la qualité de l'alimentation. Voilà des choses concrètes. Là, c'est l'agriculture où effectivement il y a des efforts à faire. Attendez, regardez. Il y a la mobilité et il y a les passoires énergétiques. Oui, bien sûr. Alors, les passoires énergétiques, faut-il interdire à la location ces passoires énergétiques ? Il faut surtout aider ceux qui ont des passoires à ce qu'elles soient moins passoires. Mais là encore, ça va frapper qui ? Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc il faut les aider à rénover leur logement ou les logements mis à la location. Mais ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Et je pense qu'il y a des mesures à prendre pour... mais il y a beaucoup a été fait déjà dans la rénovation thermique, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas faites et puis on nous prend pour des imbéciles. Vous en avez parlé à l'antenne souvent. Le train des primeurs, j'y reviens, mais de Perpignan. Mais apparemment, il va être sauvé. Oui, il va être sauvé. Pas du tout. Monsieur de Rugy a menti il y a 2 jours. Le train, il va être arrêté de juillet à octobre parce que la SNCF ne veut pas faire les investissements nécessaires. Le gouvernement a dit on va trouver... si la SNCF ne fait pas ce qu'il faut, eh bien nous trouverons d'autres opérateurs. Mais qui est la SNCF en France ? C'est l'État. Le ministre, il a qu'à prendre ses responsabilités et décider de poursuivre. 160 000 tonnes de fruits et légumes vont partir par camion qui vont, encore une fois, peser sur l'environnement. Voilà un exemple de mensonge. Le projet de loi... Non, mais c'est important. Non, je vais y revenir parce que c'est un exemple majeur de ce qui n'est pas anticipé. Pourquoi la région qui est dirigée par la gauche et les écologistes, le département qui est dirigé par la gauche, le gouvernement avec M. de Rugy avant M. Hulot n'ont pas pris les mesures pour éviter qu'on en arrive à cette extrémité. Voilà, manque d'anticipation, je sais pas moi, incompétence, il faut le dire. Et là, nous sommes devant le fait accompli. Bien, projet de loi énergie et climat, en discussion à l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez le voter ? On va voir. Vous pourriez le voter ? Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures que l'on pourrait voter, d'autres qui sont totalement farfelues, mais il y a des choses... Qu'est-ce qui est farfelu ? Il y a des gadgets autour de la création, de la pérennisation vous savez, du conseil là, de l'écologie, de faire le budget vert. Le haut conseil pour le climat qui a été mis en place en novembre me semble utile, parce qu'il rappelle le gouvernement à ses objectifs. Il vous a fallu aux mesures à prendre. Il vous a fallu ce haut conseil pour vous rendre compte de la situation. Non, mais d'accord. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Louis Alliot, vous comme les autres, le monde parle d'écologie. Non, mais par exemple, alors moi, je vais vous donner un exemple. Il y a un projet de loi. Il est insuffisant ou pas ? Je ne sais pas. Je défends pas ce projet de loi. Oui ou non, vous allez le voter ou pas ? Écoutez, d'abord on va le discuter avant de le voter. Je ne vais pas vous dire on va le voter. Mais par exemple, ils veulent faire diminuer la part du nucléaire de 50% à horizon 2035. Mais ils vont remplacer par quoi les centrales nucléaires ? Je vous signale que c'est 70% de la production électrique en France. Qu'on nous explique par quel coup de baguette magique, en 20 ans, ils vont faire diminuer de moitié la part du nucléaire. Voilà un exemple type de démagogie, ou alors qu'ils nous disent on a des idées, on va pas planter des éoliennes partout, plus personne n'en veut. Donc il va bien falloir qu'on... En mer peut-être, mais sur le territoire, je crois qu'on est arrivé à saturation. Donc il va bien falloir expliquer aux Français ce que l'on veut faire dans la transition écologique et ce que l'on veut faire du parc de nos centrales nucléaires. Il faut développer le nucléaire. Il ne faut pas le développer. D'abord, il faut
continuer la recherche sur le nucléaire. Oui. Parce que la recherche, c'est de l'excellence technologique. Et si on abandonne la recherche sur le nucléaire, ça aura des conséquences sur d'autres filières. L'EPR, qu'est-ce qu'on fait avec l'EPR? Maintenant, on y est, il faut y aller jusqu'au bout. Ouais. Mais avec les milliards que ça nous coûte. Ça, j'avoue qu'on pourrait s'interroger d'ailleurs sur la gouvernance de l'EPR depuis maintenant longtemps. Et la gouvernance d'EDF? Ou la gouvernance d'EDF, mais c'est vrai que là, il y a un sujet majeur. Mais encore une fois, on ne répond pas aux questions. On est systématiquement en train de colmater des brèches, si vous voulez. Le bateau coule, on colmate des brèches, mais personne ne dit peut-être qu'il faudrait changer de direction parce que le bateau est sur des mers dangereuses. Non, personne ne le dit. On continue comme avant. Bien, rapport parlementaire. Vous l'avez mis en main, ce rapport parlementaire des deux députés, l'un LR et l'autre La République En Marche, sur la radicalisation dans les services publics. Alors, que dit-il, ce rapport? En gros, qu'il n'y a pas de grosses inquiétudes, mais qu'il faut être vigilant. Il y a en France des écoles de pensée islamistes financées par l'étranger, faut dire chose, installées dans nos quartiers, qui font la promotion d'un islam radical et qui viennent tester en quelque sorte les défenses immunitaires de la République française dans de nombreuses occasions. Voilà. Ces groupes islamistes sont quelquefois interdits dans d'autres pays, je pense aux frères musulmans par exemple, qui sont interdits même dans des pays musulmans, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, voilà. Nous, chez nous, ils ont pignon sur rue, ils développent leurs activités, ils influencent une partie de la jeunesse et pas que de la jeunesse, et on en termine avec ces aberrations que l'on a vues dans les piscines de Grenoble, où des dames en burkini viennent faire de la provocation gratuite, tout simplement. Faut voir un peu le niveau de réaction de la République, des pouvoirs publics, des autorités. À Grenoble, les policiers ont réagi. Oui, bien sûr. Puisqu'ils ont dressé des amendes, ils ont infligé des amendes. Ils sont intervenus. Mais moi, je pense que maintenant, ils ont eu raison. Il faut, bien sûr qu'ils ont eu raison, mais il faut intervenir d'une manière draconienne. Il faut interdire ces écoles de pensée sur notre territoire. Il faut flécher les financements qui viennent de l'étranger pour y mettre fin. Et il faut mettre en garde les pays qui influencent ces réseaux islamistes sur nos territoires et arrêter d'entretenir avec eux un certain nombre de relations diplomatiques s'il le faut. Sinon, à quel pays pensez-vous? Vous avez tout le Golfe, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Donc on ne doit plus livrer d'armes à l'Arabie Saoudite. Par exemple, vous avez la Turquie, qui joue un rôle. M. Erdogan joue quand même un rôle majeur dans un certain nombre de communautés en France. Il est même venu faire campagne en France. Et puis, mais ça touche qui, cet islamisme radical? Vous avez aujourd'hui, moi je les trouve admirables, des dames qu'on ne voit pas assez sur les ondes de radio-télévision. Je pense, il y en a une sur Les Grandes Gueules, Madame Zorabitan. Je pense à Jeannette Bougrab. Je pense à d'autres écrivains ou penseurs ou intellectuels d'origine arabe et musulmane qui disent attention, vous êtes en train de vous faire berner. Il y a une volonté de subvertir une partie de la communauté musulmane française pour prendre pied et pour imposer des règles qui ne sont pas les nôtres. S'il y a des gens, M. Bourdin, qui considèrent que le Coran est supérieur à la Constitution française, il faut qu'ils aillent vivre leur Coran ailleurs. Parce que la République ne doit pas flancher. C'est à eux à s'adapter à nous et ce n'est pas à nous à s'adapter à eux. Louis Alliot, municipal, votre étiquette, le rassemblement local. Ce ne sera pas l'étiquette, mais ce sera en tout cas... c'est pas l'étiquette, mais c'est le slogan. Ce sera une stratégie de rassemblement local. Voilà. Rassemblement local. Bien. Au niveau national, j'ai vu que Marine Le Pen tendait la main aux électeurs des Républicains, et j'ai vu d'un autre côté Marion Maréchal, Éric Zemmour ou Robert Ménard nous parler d'un grand rassemblement. Marion Maréchal disant elle-même le RN est indispensable à la vie politique, mais pas suffisant. Vous le pensez ? J'allais dire, c'est une lapalissade. On n'a pas, nous, la prétention de prendre le pouvoir à nous seuls. Ça voudrait dire qu'on fait plus de 51% des Français, ce qui serait extraordinaire, mais ce qui est quand même peu arrivé dans l'histoire de France, sauf dans des périodes, j'allais dire, troublées. Ce qu'il faut, c'est développer des stratégies d'alliance, de rassemblement au niveau local pour, j'allais dire, coaguler sur les grandes idées de notre programme une majorité pour l'avenir. Mais je ne crois plus, moi, à l'union de ce que l'on appelle l'union des droites, parce que les droites sont tellement aujourd'hui, j'allais dire, contrastées, qu'on imagine mal passer un pacte avec Mme Pécresse, ou avec M. Raffarin, ou avec M. Juppé, ou je ne sais qui. Vous imaginez passer un pacte avec Robert Ménard, ou avec Éric Zemmour, ou avec... Vous imaginez Zemmour, j'allais dire, je le connais très bien. Ménard, j'ai contribué à
nous avons contribué à le soutenir dans les élections. Des libéraux. Oui, mais ça vous gêne pas? Mais ils sont dans des affaires municipales et heureusement, nous ne partageons pas tous la même chose. Il n'y a qu'une seule chose que l'on partage. Oui. C'est la défense de la France, de ses traditions, de sa culture. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est au cœur du débat de notre identité et qui est au cœur du débat des Français. Marion Maréchal qui n'a pas appelé à voter pour le Rassemblement national, ça vous a gêné? Franchement. Oui, parce que j'ai trouvé ça dommage, surtout qu'elle a dit qu'elle était encore membre du Rassemblement national. J'ai trouvé ça dommage. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je n'en sais rien. Peut-être que le fait qu'elle soit insérée dans la vie professionnelle l'empêchait de prendre des positions publiques dans le vote. Vous y croyez, franchement? Voilà, je le dis. Non, mais vous le dites. Mais est-ce que vous y croyez? Je trouve ça dommage, mais vous savez... Elle renie même le nom de Le Pen. Non, mais ça, c'est son affaire, c'est ses affaires privées. Mais encore une fois, vous savez, sur le terrain, moi, je vois les électeurs, je vois les gens qui votent, ils sont très loin de ces débats de boutique. Ce sera une rivale pour Marine Le Pen en 2022. Je ne sais pas si Marine Le Pen sera candidate, vous saurez. Vous n'en avez jamais parlé avec elle? Ce que je sais et ce qu'elle a réussi à faire, que peu de commentateurs disent alors qu'ils devraient le relever, c'est quand même une forme de résilience extraordinaire, puisqu'on nous donnait mort et on l'a donnée, j'allais dire morte après l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, vous l'avez à nouveau en tête dans les intentions de vote. Elle a retrouvé, j'allais dire, un dynamisme politique très important. Et il faudra évidemment compter avec Marine pour les années qui viennent. Et, donc en 2022... il faudra compter à la présidentielle. Mais regardez, oui, mais M. Bourdin, il n'y a pas que la présidentielle. Il faut arrêter avec la présidentielle. Oui, mais vous savez bien qu'elle guide la vie politique française. Oui, mais c'est dramatique parce que pendant qu'elle guide la politique française sur de la communication politique, on ne s'occupe pas des problèmes des Français, on ne s'occupe pas du chômage, on ne s'occupe pas de l'insécurité. Le chômage baisse. Oui, on s'occupe pas de l'insécurité, on s'occupe pas de... Oui, il baisse le chômage. Oui, non, mais d'accord, mais dans les chiffres, en fait, c'est pas une baisse massive, c'est pas le plein emploi. On n'est pas aux États-Unis, par exemple. Bon, ça baisse, les statistiques. Vous savez, aux États-Unis, l'exemple américain est à suivre? Non, parce que c'est pas le même système économique et social. Vous savez ce qu'on vient d'apprendre sur les États-Unis? Oui, le plein emploi, mais l'espérance de vie. Vous savez qu'aux États-Unis, elle est passée à 78 ans, elle est à 82 ans chez nous. Ça a toujours été le cas. Vous savez qu'elle baisse en dessous de chez nous, d'ailleurs. Elle baisse. Les Américains ont perdu près d'1 an d'espérance de vie en 4 ans. Mais le système américain, c'est le système américain. Moi, je m'occupe du mien, mais je constate... C'est pas un exemple, donc, pour quand on vous. donne des leçons d'économie à M. Trump et aux États-Unis, on ferait bien de regarder nous-mêmes la manière dont on gouverne. Et je constate que la France, aujourd'hui, est dans un très grand désarroi, et que même si on peut se féliciter de quelques indicateurs, c'est quand même pas, on peut dire, la joie de vivre. Pour vous, c'est clair. C'est peut-être ce que pense aussi Emmanuel Macron, d'ailleurs. Pour vous, c'est clair, ce sera un face-à-face en 2022 entre le pouvoir, Macron, et l'opposition, Marine Le Pen. Je n'en sais rien, parce qu'il y a 2 élections majeures. Vous le souhaitez ? Je le souhaite, non, parce que je trouve que M. Macron aujourd'hui est en train de jouer un jeu très dangereux, puisqu'il est en train d'éteindre à peu près une partie de la droite et une partie de la gauche à son profit, mais qu'il n'en fait strictement rien. D'installer ce face-à-face avec vous. Sauf qu'il y a des régionales au milieu, il y a des départementales. Mais le face-à-face, c'est les électeurs qui l'installent. Oui, non, mais d'accord. Les gens disent ils installent, mais enfin, il y a des électeurs qui répondent. Les électeurs aujourd'hui... en ont eu assez du Parti socialiste, ils ont tiré un trait. Ils en ont eu assez de la structure républicaine, ils ont tiré un trait. Ils ont M. Macron qui est arrivé à la présidentielle, ils ont le Rassemblement national qui n'a jamais gouverné, ils ont ce face-à-face. mais qui se met en place pour pouvoir gouverner dans les années qui viennent, et on verra la suite. Et ce face-à-face s'installe. Voulu et par Emmanuel Macron et par Marine Le Pen. Mais pourquoi vous dites voulu? Voulu, souhaité. Mais les électeurs, il ne faut pas les prendre pour des... mais je ne les prends pas pour des imbéciles. Ils ont fait leur choix. Évidemment. Bien, merci. Louis Alliot d'être venu nous voir. Il est 8h52, RMC et BFM TV.